Bonjour, mon nom est Marie-Christine Gentil. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi pour animer cette causerie en très bonne et belle compagnie des femmes dont je vais découvrir le parcours avec vous aujourd'hui. En fait, je pense qu'il n'y en a qu'une ou deux que j'ai déjà rencontrées de près ou de loin. Donc, ça me fait plaisir de connaître des nouvelles femmes issues des communautés noires de Montréal parce que ça nous enrichit notre réseau et mutuellement, on peut prendre plus d'ampleur quand on se rencontre et qu'on fait des nouvelles connaissances, nos perspectives changent. Et puis, des fois, ça crée des nouveaux projets, des nouvelles opportunités pour nos communautés, ce genre de rencontres. Donc, merci à la compagnie Théâtre Créole de m'avoir invité à animer ce panel dans le cadre de l'activité Absolument Femmes. Donc, avant de passer la parole à nos panélistes pour qu'elles se présentent brièvement. Je me présente, moi je suis née à Montréal, mes parents sont arrivés ici il y a très longtemps, l'année prochaine ça fera 60 ans que ma mère est à Montréal. Et petite anecdote, la bibliothèque de Saint-Léonard est la première que j'ai fréquentée dans ma vie parce que je suis née à Saint-Léonard. Maintenant, je travaille à Montréal-Nord depuis 7 ans dans une bibliothèque à la Maison de la Culture. Et donc, ça me fait plaisir de venir ici dans ce lieu. C'est un retour un peu en arrière, en enfance. Et je suis très impliquée dans la communauté haïtienne et ça me fait plaisir toujours de pouvoir venir à la rencontre des membres de la communauté et des différentes communautés noires, pas juste haïtiennes, mais comme c'est mon origine, je suis très attachée. Donc voilà, sur ce, assis sur moi, passons aux panélistes. Donc à ma droite, j'ai Winnie Daniel. Bonjour, donc Winnie Daniel, je suis une des membres du collectif Montreal Steppers, qui est un groupe qui a la mission d'enseigner l'histoire des Noirs. Le volet où on met plus l'emphase sur la discipline, l'excellence, notre manière de contribuer au monde, et on utilise l'art du step pour le faire. Donc, on fait des ateliers dans les écoles, on fait des spectacles, on participe à des activités comme celle d'aujourd'hui pour nous faire connaître. Puis, en dehors de Montreal Steppers, j'ai aussi des rôles professionnels en enseignement et en intervention en santé mentale. Merci beaucoup, Winnie. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Sarah Jean-Nicolas. Merci. Donc c'est ça, mon nom est Sarah Crédigino de Lyon. Je suis commissaire d'exposition, puis aussi directrice d'un organisme qui s'appelle Arch. En fait, on aide des artistes émergents en début de carrière, donc en art visuel, donc qui ont moins de 5 ans d'expérience. On le sait que quand on a une pratique artistique, n'importe laquelle, il y aura tout un volet d'entrepreneuriat, il va falloir faire des factures, faire de la prospection, signer des contrats, faire de la communication. Et en fait, on sait que c'est un domaine qui est très différent du domaine de la création. Donc, nous, on vient aider les artistes à tout ce qui est attrait à la professionnalisation. Et puis sinon, je suis franco-martiniquaise. Je suis arrivée à Montréal il y a 7 ans. Et puis, maman de deux petits garçons. Voilà. Mais ça me fait peur de vous dire que moi aussi, je suis maman, mais mon enfant, c'est plus qu'un enfant, c'est un adulte, il a 20 ans. Donc, je passe la parole à Marceline Arnaud. Salut tout le monde. Et... Salut tout le monde. Moi, c'est... Moi, c'est Marceline Arnaud. Donc, je suis le propriétaire de la Duchesse Collection. C'est une entreprise qui fait des accessoires au crochet et la réutilisation des bouteilles en verre et des têtes de canettes. Je suis infirmière de profession. Je suis à Montréal depuis 4 ans, donc je suis un bébé. Ce mois de mars va me faire 4 ans depuis que je suis à Montréal. J'essaie d'intégrer ma communauté parce que moi j'aime ça, j'aime les activités artistiques. En tant qu'infirmière, donc je ne reste pas seulement dans le domaine de la santé, mais je participe aussi dans les activités artistiques. Donc voilà la raison pour laquelle je suis là. Et je dis un grand merci à la compagnie Théâtre Créole qui m'a invitée à cette exposition et à ce panel. Merci. Merci beaucoup, Marceline. Tu vois, tu as posé la place maintenant, donc c'est bien d'aller, il ne faut pas s'inquiéter, on est en famille. On prend ça comme ça vient. C'est ça l'important, tu sais, quand on fait des panels comme ça, on y va tout doucement. Ça, c'est bien. Sur ce, je vous passe la parole à Florence Martin. Merci. Mon nom est Florence Marcelin. Je suis auteure
Je pratique l'art littéraire, je fais de la poésie et aussi du théâtre. Je pratique mon art depuis 2012. Donc j'ai déjà une discipline, une comédie musicale et j'ai sorti mon premier recueil en 2020 en collaboration avec des auteurs dans ma direction et Merveille. Donc je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour partager ces jolies femmes. Et juste un petit rappel avant de continuer, de bien parler très vite pour que tout le monde puisse vous entendre, autant en ligne qu'ici. Donc, on a 2 participants justement on espérait avoir 2 participants en ligne, mais on travaille là-dessus, mais on ne sait pas si ça va fonctionner, mais on les salue quand même. Donc, d'avoir accepté quand même l'invitation de Florence Zéphir et Zerna Goudou. Donc, alors, merci à celles qui sont parmi nous avec qui on peut discuter. Donc, aujourd'hui, cette année, la thématique Absolument Femmes, c'est au-delà des couleurs, la place des femmes dans le domaine culturel. C'est quand même une thématique qui est extrêmement large. Donc, je me suis permis de poser quelques questions. J'espère qu'au fil, on pourra ensemble créer cette conversation de manière plus informelle, étant donné que c'est quand même un thème qui est très large, on entend. Donc, j'aimerais commencer avec toi, Sarah, étant donné que c'est les arts visuels, c'est souvent un domaine dont on parle moins. Moi, c'est un domaine dans lequel j'ai étudié et travaillé avant de travailler au niveau de la culture. C'est sûr que c'est un domaine qui me passionne, mais je sais que c'est pas nécessairement évident, autant pour les artistes en art visuel premièrement, et aussi comme femme, de prendre sa place. Donc, je vais continuer. Oui, c'est vraiment une bonne question et en effet, c'est difficile quand on est une artiste noire. Je sais que je prends ma propre histoire. Moi, j'ai fait des études en art, donc j'ai eu une pratique artistique en France et dans toutes les études, j'étais toujours, on me disait toujours que je devrais aller voir les galeries de graffiti, de street art, d'art urbain. Je disais mais moi je veux faire l'art contemporain, Et en fait j'étais toujours associée à en tout cas identifier, on attendait beaucoup de choses de moi en tant que femme caribéenne. Et finalement aussi après je suis tombée enceinte, donc j'ai arrêté mes études, je me suis dit faire de l'art, c'est pas un métier en fait. Qu'est-ce que je gagnerai jamais d'argent avec ça. Et donc j'ai complètement changé de direction, puis j'ai fait l'histoire de l'art. Et je pense que mon histoire, elle est pas, en fait, elle existe et elle est commune à beaucoup d'artistes noirs, femmes. Et aujourd'hui, par exemple, je me rends compte aussi, hier c'est drôle, je participais à une conversation sur le patrimoine et sur justement l'héritage culturel qui est donné, qui est pratiquement invisible en fait, à Montréal et dans d'autres villes aussi. Mais c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il y a pas beaucoup de modèles, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut trouver des communautés pour se donner de la force, il faut trouver des modèles, il faut arriver en plus en tant qu'artiste on va toujours nous demander en plus d'avoir de porter un message, de porter une communauté, d'éduquer, de protéger aussi. Donc voilà, je dirais que déjà pour les jeunes artistes c'est compliqué, pour les jeunes artistes femmes encore plus, puis après on va encore plus dans l'intersection, les jeunes femmes, il y a beaucoup de défis. Et par contre, comme je dis, une communauté aidante, des pratiques artistiques émergentes qui sont je dirais, vraiment intéressantes et voilà, il y a quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de talent dans la communauté. Et merci pour cette entrée en matière, Sarah. Et moi, je vais me tourner vers Florence, justement, pour faire un lien avec ce que tu dis par rapport à la difficulté. Parce qu'en lisant sur ton parcours, Florence, je me suis rendu compte que tu as été scripteuse télé, tu as écrit une pièce musicale, mais en même temps, après, maintenant, tu vas faire plus corporatif. Donc, comment tu allies justement ce devoir de quand même gagner ta vie et de laisser aller ta créativité en même temps sans la perdre au feu?
Je dirais que ça va de pair. Il faut avoir une vie pour pouvoir être créatif. Donc, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de notre existence, de ce qu'on vit, de ce qu'il y a autour de nous. Il faut toujours être ouvert. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont dans la créativité, qui sont créatives ou qui aiment faire la créativité, ils sont des personnes qui sont ouvertes. Justement, ils ont une histoire derrière, ils s'inspirent d'une histoire. Merci beaucoup, Florence. Là, je vais me tourner vers Mini, parce que tu travailles dans le domaine de l'enseignement, du travail social et tout, mais en même temps, tu as la compagnie artistique. Donc, c'est quoi le lien, le fil conducteur de tout ça pour toi? Ça me parle moins de tout ça. En fait, je pense que je vais faire suite à ce qui vient d'être dit. Quand on est artiste, c'est notre âme, c'est qui on est, c'est une partie de notre identité. Puis l'art, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose par lequel on s'exprime, puis c'est quelque chose qu'on veut transmettre. Donc, dans le monde qu'on vit, à un certain moment donné, des fois, il y a des choix qui se présentent. Je reprends le commentaire, mais quand on a des enfants, est-ce qu'on peut vivre de son art? Quand on a des attentes, on vient toutes, quasiment toutes, je pense toutes, de familles immigrantes qui ont des attentes professionnelles envers les enfants des familles immigrantes. Donc, il y a certains standards auxquels on veut répondre. Il y a des modes de vie qu'on veut... qu'on souhaite maintenir, puis en même temps exprimer son art, on va avoir tendance à le mettre en arrière-plan, de dire que je vais gagner ma vie, je vais avoir les titres professionnels qu'il faut, puis l'art, ça va être mon loisir ou mon passe-temps. Donc, je pense que dans mon évolution, à un moment donné, j'ai voulu mettre l'art en avant-plan, de dire que oui, c'est bien beau que ce soit un passe-temps, que ce soit un exutoire pour les émotions, mais ça peut aussi devenir le point central de la vie de quelqu'un, de transmettre de transmettre ce que l'art fait pour nous en termes d'épanouissement personnel, en termes de guérison, en termes de réconciliation, en termes de participation à la communauté. Donc, moi, je pense que j'ai saisi une opportunité, c'est quelqu'un d'autre, un homme noir, mais un homme qui a parti de la compagnie Montreal Steppers, puis ça a donné l'opportunité qu'on puisse s'impliquer, puis que l'art prenne de plus en plus de place dans notre vie. Mais je dirais que c'est des séries d'opportunités qui permettent qu'on puisse reconnecter à l'art et en voir l'importance de sa vie. Je n'ai pas commencé comme ça, je n'ai pas commencé comme artiste, puis même maintenant, j'ai l'impression d'avoir un pied dans le monde, de répondre à certains standards du monde corporatif, et en même temps de vouloir être une artiste et faire face à la manière dont c'est vu, c'est perçu et c'est reçu dans le monde d'être artiste et de vouloir vivre de ça. Des points très intéressants qui me touchent vraiment beaucoup, mais on va y revenir tout à l'heure. Là, je vais me tourner à nouveau vers toi, ma chère Martine. Je t'ai pas oublié, attention, même si c'est timide, tu nous parles. Parce que tu nous as dit, oui, ça fait 4 ans que tu es à Montréal, tu es une infirmière, mais l'art, c'est quelque chose qui est toujours avec toi. Quand est-ce que tu as commencé à faire du crochet, puis pourquoi choisir des matières? Je commence à faire le crochet quand j'étais à l'école classique. Parce qu'en Haïti, quand on est chez les sœurs, c'est une obligation d'apprendre quelque chose manuel. Donc, soit le crochet, la couture, le macramé, il y avait aussi la cuisine. Moi, j'avais choisi le crochet et le macramé. Donc, j'ai commencé à faire ça à l'école classique, mais ensuite, j'ai tout laissé tomber. Mais j'ai repris les aiguilles 20 ans plus tard. Donc, c'est en participant aux foires artisanales et quand je vois les choses, mais je dis ça, c'est quelque chose que je peux faire. Et j'ai mon mari qui m'a dit, mais pourquoi pas essayer? Et puis, j'ai acheté mes fils et mes aiguilles et je commence. Et là, au fil, à force de travailler, il y a d'autres challenges qui viennent.
Donc, est-ce que je peux faire ça? 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 Donc, à chaque fois que j'ai fini de faire quelque chose, je veux faire un peu plus. Donc, c'est en 2017 que j'ai repris les aiguilles et je commence à faire des habits, à créer mes propres modèles et tout ça, comme cette boucle d'oreille qu'il y a dans mes oreilles là. Donc, c'est une de mes créations. Donc, d'habitude, le nom vient avant dans ma tête, ensuite je fais la création. Parce que je veux que le nom et la création sont en communion. Donc, pour que ça reflète la chose que j'ai faite. Donc, c'est en 2017 que j'ai recommencé à travailler depuis en Haïti. Ensuite, arrivé au Canada, j'ai continué avec. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, je voulais rebondir un peu sur les sujets que vous avez évoqués, Mesdames Sarah et Winnie. Moi, ça vient me chercher parce que c'est sûr que, en tant que maman, j'étais maman très jeune. Puis là, il faut prendre des responsabilités, il faut gagner la vie, comme vous l'avez si bien dit. Puis en même temps, l'art, c'est ce qui m'anime, la culture, c'est ça qui est à l'intérieur de moi, c'est qui on est, tous ici, je crois. Et là, en travaillant dans une maison de la culture, je crois que ça m'a permis un peu de rapprocher tout ça en même temps. Mais c'est le séisme qu'on a ici qui a été comme le fil déclencheur pour moi de me dire et la vie est vraiment courte, c'est pas vrai que tu vas passer ta vie dans un monde corporatif qui va t'intéresser et te passionne pas tant. Et là, je suis retournée aux études, j'ai étudié en animation de recherche culturelle, j'ai commencé à faire de la médiation culturelle et j'ai eu le cadre de travail avec une artiste qui est là ici, Marie-Léonie Lyon, un projet très stimulant et intéressant, mais assez. Mais sauf que moi, j'aimerais me demander comment vous avez fait pour justement allier cette passion de l'art et qui vous anime et justement cette volonté de gagner votre vie. En fait, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand je suis arrivée à Montréal. Justement, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, bon, ben là, c'est le moment. En fait, tu veux absolument travailler dans l'art, peu importe toutes les règles que tu t'es données, toutes les cadres que tu t'es donnés, t'arrives ici, tu recommences et tu travailles absolument dans l'art. Et en fait, j'ai beaucoup de bénévolat, beaucoup de participation à des activités, beaucoup de présence sur les conseils d'administration aussi. Finalement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été chercher les opportunités aussi. Puis voilà, c'est vraiment à un moment donné où je me suis dit, ça a été criant aussi, de me dire je ne peux pas ne pas travailler dans l'art. Et puis, mon histoire personnelle, j'ai envie d'aider les artistes, de ne surtout pas arrêter leur carrière, de surtout continuer, puis se rendre compte qu'il y a des clés, il y a des outils, puis il y a la place pour eux. Donc j'avais envie d'aider les artistes, puis c'est comme de me dire, voilà, un peu comme tu disais, un déclic, de me dire je ne passerai pas le reste de ma vie à travailler dans un secteur qui ne me plaît pas, alors que je sais que je peux apporter beaucoup dans le domaine de l'art. En fait, pour moi, je pourrais dire que c'est une évolution qui est encore en cours. Parce que, comme je vous dis, j'ai encore mon pied bien ancré dans le monde corporatif. Mais je pense que c'est les perceptions qui ont dû changer. Il y a des déclencheurs spécifiques, je pense, pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai toujours chanté, toujours aimé la danse. Donc, pour moi, c'était un moyen de m'exprimer, mais pour sortir toutes les frustrations, tout le stress que j'avais par rapport à l'ensemble de ma vie, d'être positive, d'être stressée, de travailler en même temps. Puis, je pense que 2020, moi, c'était mon déclencheur à moi où on était en pleine pandémie, puis on avait aussi des mouvements sociaux, le Black Lives Matter qui commençait, puis d'avoir la perception de OK, là, c'est pas juste quelque chose que je tire de son tiroir quand j'en ai besoin pour soulager une émotion. Ça a aidé à traverser des périodes très difficiles et j'ai commencé j'ai eu l'opportunité d'utiliser ma propre expression artistique pour aider les autres personnes autour de moi qui vivaient les mêmes enjeux. On ne savait pas quoi faire de nos émotions. Puis moi, j'étais dans mon salon, j'ai pris un poème, puis une chanson que j'aimais, on a mis ça ensemble, puis on a fait une vidéo
qui s'appelle Rise Up, qui est sur le site de Montreal Steppers, pour exprimer un peu toute la frustration qu'on avait. Puis on dirait que c'est là que le déclic s'est fait pour moi, que l'art, c'est aussi une manière d'enseigner, c'est une manière de guérir. Donc, autant qu'en tant que professionnel de la santé, je veux aider les gens, les aider à aller mieux, je peux le faire avec mes connaissances scientifiques, mais l'art aussi a ce pouvoir de changer des vies, d'éduquer des générations, de changer la perception du monde, de remplir une vie, d'aider les gens à s'épanouir, de traverser des moments difficiles. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, non, il faut que ça revienne un peu plus. On va sortir du sentiment, de ce petit côté artistique, puis s'y investir pour que ça devienne une partie de mon identité. Et depuis, je chante, je danse, puis je le fais pour des loisirs, puis aussi je saisis les opportunités me permettent de faire pour l'éducation, pour la santé, etc. Oui, donc je me tourne exactement sur la même question, parce que c'est quand même, Charlotte, même si tu mets là plus dans un domaine plus corporatif, j'ai et tout, mais tu as quand même fait une comédie musicale et ton mari, il me semble que dans les maisons de la culture, il y avait un spectacle que tu avais créé qui a tourné aussi. Donc, parle-nous. Oui, c'est sûr que je vis avec le milieu corporatif et aussi l'art. C'est ça, comme elle dit, c'est quelque chose qu'il fallait absolument que ça sorte. Donc, c'est ça, je me suis mis dedans. Mais moi aussi, en fait, ça a été le déclencheur de tremblement de terre d'Haïti. C'est ça qui a fait que j'ai créé ma première. C'est ça qui a fait que j'ai créé ma première œuvre, si on peut dire professionnelle. C'est la comédie musicale que j'ai écrite, c'est justement à ce sujet-là. La frustration que j'avais d'être impuissante envers tout ce qui se passait en Haïti, et tout. Et puis je m'ai arrêtée. C'était un besoin que j'avais. Et puis aussi comme un peu comme Sarah. Donc un peu comme Sarah, mais après mes frustrations de difficulté à pouvoir mettre ma pièce sur pied, j'ai aussi intégré un organisme à pratique qui aide les artistes de la diversité capacitaire. La diversité capacitaire, ça inclut les personnes sourdes, les personnes qui ont des handicaps motrices, les personnes qui étaient aveugles, tout ça. Et puis moi aussi, j'aide ces artistes-là à pouvoir mettre sur pied leur projet, à aller au-dessus des obstacles qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir la chambre de Mais je trouve ça c'est bien que tu en parles parce que justement, c'est quelque chose qui est très important et essentiel ce que tu fais justement pour les artistes capacitaires parce que moi, chez nous, à la Maison de la Culture, on a eu la chance, on a eu Marlène Scavo que vous connaissez, qui a exposé. Donc, c'est important à la vie générale pour nous de justement respecter toute cette diversité au sens large qu'on a dans nos communautés. Donc, et je crois que effectivement, ta propre expérience, ça peut nourrir l'aide que tu vas avoir pour que tu puisses améliorer le système aussi, parce que c'est imparfait la façon dont le système est fait pour fonctionner les artistes. Donc, je crois que ton expérience peut être bien. Et je me retourne vers toi, Marlène, justement. Comment tu allies ton entrepreneuriat culturel et ton rôle d'infirmière? Comment tu fais pour jongler avec tout ça? C'est une très belle question. Tout le monde me posait cette question, comment je fais? Eh bien, la vie, une journée à 24 heures, je pense qu'on doit bien repartir ces 24 heures parce qu'on aura tout le temps pour dormir quand on dort pour l'éternité. Donc, quand on est là sur la terre, on doit jouir de ces 24 heures. Donc, à part mon travail fini, je rentre prendre mon fils, faire ses soins, dîner, ses devoirs. Après, j'ai pris mes aiguilles. Il me parle, mon mari me parle. Pendant que j'écoute, je réponds mes démarches en même temps. Donc, je prochaine toujours, même au travail. C'est la raison pour laquelle, à mon travail, on m'identifie comme ça. Celles et ceux qui ne connaissent pas mon nom,
et appelle celle qui crochette. Donc ça, c'est le nom qu'on donne. Dès qu'on veut m'identifier, on a dit celle qui crochette toujours. Fini de dîner, je crochette. À ma pause, je crochette. En autobus, je crochette. Partout où je passe, j'ai toujours mon crochet et ma laine avec moi. Donc, ça me donne du temps pour faire mes créations, ça me donne du temps pour produire, parce que être mère de famille, entrepreneur, travail, donc c'est pas chose facile, mais avec les 24 heures que j'ai, je les utilise le mieux que je peux. Merci beaucoup, Martine. J'aimerais vous demander quels conseils que vous donneriez à des femmes qui veulent justement aller plus en avant dans leur carrière artistique, peu importe le domaine, vous êtes tous dans des domaines très différents et variés. Donc, tu sais, en art visuel, on sait que, comme tu l'as mentionné, Sarah, que c'est pas évident de mettre son pied là-dedans, puis d'avoir son portfolio, d'avoir ses lettres, de l'attention, d'expliquer sa démarche. Donc, quel conseil que tu donnerais à une jeune artiste pour monter sa 21 ans? Oh non, là, c'est le conseil que je donne tout le temps, c'est de s'impliquer dans les communautés. Donc, de ne pas toujours être dans l'attente de recevoir des opportunités, ça ne se passe pas comme ça en fait finalement. Il faut aussi nourrir les autres, il faut être dans l'entraide aussi, aider un autre ami artiste, un ami qui peut avoir une exposition, se réjouir, puis l'aider aussi dans l'installation de ses œuvres. Puis, en fait, c'est un peu nourrir la communauté, faire du bénévolat, aller contacter des artistes qu'on admire pour leur poser des questions, pour les rencontrer, pour collecter aussi. Donc moi, mon conseil, ce serait ici de vraiment collecter avec le cœur de gens qu'on admire, de gens qu'on aime, dans son domaine, dans d'autres domaines. Puis, et finalement, ça ouvre toujours des choses de le faire de cette manière. Je trouve que c'est comme ça qu'on rencontre du monde, c'est comme ça qu'on a des conseils, mais on rencontre que les gens s'intéressent à nous aussi. Donc voilà, moi je dirais de vraiment s'impliquer dans les communautés, puis de toujours garder en tête de la nouvelle. Mais c'est vrai que c'est très important cette espèce d'échange spirituel. Autant tu nourris la personne et elle te nourrit à la fois. Mais justement, Winnie, tu sais, dans la danse, le step, moi, j'en faisais quand j'étais adolescente. Ça m'a permis de créer tout un réseau de femmes autour de moi qui sont encore mes amies aujourd'hui. Puis je connais Jessie qui travaille avec lui, mais c'est pas à travers le site que j'ai connu, mais elle m'a. Quand elle m'a envoyé la vidéo pendant la pandémie, je me suis dit, c'était quoi? Oui, c'est bon de mettre un visage. Donc, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aime danser, chanter? Je pense que mon conseil va dans le même sens, c'est de ne pas le faire seul. Quand on fait seul, ça nous aide. Puis, peut-être qu'on peut ne pas tout de suite voir le potentiel que ça a de toucher les autres, puis que les autres nous donnent en retour d'être dans cet échange. Je pense que le plus beau privilège que j'ai en tant qu'artiste, c'est de faire partie d'un collectif. Parce que non seulement nous sommes des artistes qui nous exprimons ensemble, mais on devient aussi des amis, des gens qui peuvent se supporter les uns les autres, qui peuvent nous ouvrir des portes les uns les autres. Moi, je n'ai pas connu le panel si mon capitaine m'avait pas dit « Ah, il y a cette opportunité qui est rentrée, il cherche une femme, est-ce que ça t'intéresse? » Je ne vais peut-être pas trouver moi-même, mais ça prend quelqu'un qui nous voit évoluer dans notre art, qui nous encourage, puis nous, on peut faire la même chose. Puis, la deuxième chose que je rajouterais, c'est de ne pas attendre que son art soit, entre guillemets, parfait avant de choisir de le partager aux autres. Des fois, on s'assoit, puis on essaie de tout dire, puis on essaie de « Ah, mais quand ça va être prêt », mais dès qu'on a une opportunité de la saisir, de s'exprimer, comme ça, on apprend, on a du feedback pour savoir on a une vision spécifique de comment notre art doit s'exprimer, mais finalement, c'est parce qu'il sert le mieux à la communauté, on peut apprendre, il peut prendre une tangente qu'on n'aurait même pas imaginé quand d'autres personnes peuvent nous donner la rétroaction. Donc, on commence, on se lance, ça aide à se débarrasser de sa gêne, de s'exposer, ça aide à d'autres personnes de voir ce qu'on fait, de contribuer pour nous aider à le construire, puis on grandit à travers ça. Donc, dès que l'idée est là, ben, on se lance, on commence. Ça, c'est de très bons conseils, mesdames. Je crois que les gens qui nous écoutent vont être nourris.
Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que faut que ce soit tout parfait, il ne faut pas qu'il y ait une virgule sur le bon endroit, cette couleur-là, la texture n'est pas bonne. Mais Marguerite, elle dit toujours qu'une œuvre est jamais complète quand tu l'as pas partagée. Donc, je pense que c'est important. Donc, ce que tu dis, je me tourne vers vous parce que je suis sûre que vous aussi, vous avez des conseils assez importants à donner parce que vous avez une expérience qui est différente et qui peut nourrir les gens qui nous écoutent. Marlène, toi, comme femme immigrante qui a dû vivre dans notre pays, tu as un métier qui est quand même très exigeant d'être infirmière dans un milieu. Le système de santé, comme tel qu'on entend tous les jours, c'est quelque chose de très exigeant sur le taxant. Mais ton art, tu le nourris, c'est ça qui te permet c'est ton moteur. Quel conseil tu donnerais, justement, moi je rencontre tous les jours des femmes comme toi qui viennent d'Haïti ou de Colombie ou peu importe, et qui, tu sais, mais c'est l'art et l'entraide qui les nourrissent, mais quel conseil tu leur donnerais? Moi, je pourrais dire à une femme qui a une passion, il faut nourrir sa passion. Moi, certes que je suis dans le domaine de la santé, mais moi, j'aime aussi l'artisanat. J'aime projeter. Et je pense que je vais diminuer progressivement de la santé pour aller vers là, parce que ça, c'est ma passion. Ça, c'est moi. Ça fait que avec moi. Donc, moi, pour une personne qui aime le crochet, la première chose que je pose toujours à mes élèves, parce que j'offre aussi des cours et aux gens qui veulent faire du crochet, c'est quel est votre objectif? Est-ce que c'est pour s'amuser? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent? Quel est ton objectif pour apprendre ça? Si c'est pour ta passion, ok, pas de problème. Mais si c'est pour faire de l'argent, il y a des points qu'on doit respecter. Donc, il faut être très discipliné, avoir de la patience. Parce que les choses ne viennent pas du jour au lendemain. On doit travailler. Il ne faut pas rester dans son coin de confort parce que la chose ne va pas venir te chercher, mais toi, tu dois sortir pour aller vendre, pour te faire connaître aux gens. Comme l'avait dit Diane tantôt, moi, je fais du bénévolat dans les communautés. Durant les vacances, je vais dans les communautés pour apprendre les enfants les points de base du crochet. Là, je crée un cercle. Ces gens-là me connaissent. Donc, s'il y a quelque chose, ils vont m'appeler. Donc, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut sortir. Il ne faut pas que ce soit parfait. Donc, ce sont les feedbacks qui vont t'aider à améliorer votre travail au jour le jour. Donc, quel est l'objectif? Mis à part l'objectif, c'est quoi tu veux faire. Et après, les choses vont venir. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Marie. Laurence, justement, à des jeunes artistes qui sont justement ont des handicaps, que ce soit auditifs, visuels, peu importe, quel conseil tu leur donnerais si justement ils ont une passion pour l'art? Tu as dit le mot juste, c'est la passion. Donc, c'est vraiment d'aller vraiment avec son cœur. Je pense que quand on va avec le cœur, les choses aussi suivent. Et je suis contente d'entendre que Sarah et Martine croient encore au bénévolat. Oui. Parce que c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Oui, ça aussi, ça aide, mais justement, de s'entourer, je pense que aussi c'est la solution. Mais des fois, c'est ça, c'est justement faire un peu bénévolat, aller chercher ailleurs. Justement, comme elle dit, oui, profiter des opportunités. C'est vraiment, comme tu dis, c'est la passion. Donc, c'est ça qui fait qu'il va être de l'avant. Oui, donc merci beaucoup pour vos belles réponses bien détaillées. Je crois qu'on nourrir la réflexion des gens qui nous écoutent. On me dit que finalement, grâce à la technologie, on a pu rejoindre Diana. Donc, Diana, si tu pouvais te présenter d'abord dans un premier temps à toi.
Mais en attendant que Diana puisse se connecter à ce sort que la technologie ne pas opérer, en fait, je trouve que c'est très important ce que vous dites parce que moi, je fais beaucoup de bénévolat et j'en ai beaucoup. 40 ans, mais depuis que j'ai 16 ans, mon père m'avait amené à m'impliquer à la Maison d'Haïti qui est devenue comme ma deuxième maison, on peut dire. Et c'est là que justement j'ai pu rencontrer beaucoup d'artistes issus des différentes communautés et qui m'ont amené à explorer d'autres formes d'art que celles que je connaissais. Je crois que c'est important ce que vous soulevez parce que le bénévolat, ça t'ouvre des ailes et ça t'ouvre des ailes dans le monde que je ne connais pas parce que c'est dans le monde réseau. Donc, Diana est avec nous. Bonjour Diana. On n'entend pas. On n'entend pas Diana. J'entends le chuchotement de l'on n'entend pas. Malheureusement, on n'entend pas. On continue parce que c'est comme un petit moment de silence qui n'est pas intéressant pour les gens qui nous écoutent. De toute façon, on approche par nous de la fin, donc vous voyez, c'est pas vos perspectives d'avenir, justement pour les femmes de nos communautés. On parle beaucoup de réseautage, mais des fois, les femmes ont tendance à être timides, à avoir peur de demander. Donc, comment il y a une forme de prise de la place? Alors, ça, c'est une question. Je dirais que faut y aller petit à petit aussi. C'est pas vrai qu'il y a des codes et qu'on peut arriver dans un vernissage puis se présenter à tout le monde. Ça marche pas comme ça, puis c'est souvent difficile de le faire une fois comme ça. Mais petit à petit, se donner des petits exercices, des petits challenges, de dire ok, bon là, voilà, justement, j'aimerais connecter avec cette personne parce que je sais que son parcours m'intéresse. Donc peut-être envoyer un premier message, puis la rencontrer dans un message, je vous envoyer un message, souvenez-moi. Ça se bâtit petit à petit, puis pareil, la confiance, ça se bâtit petit à petit. Puis moi je sais que souvent je suis très nulle à ça, au réseautage, quelque chose qui me stresse beaucoup. Je sais comment connecter avec les gens, c'est un peu fake, souvent je fais ça. Donc on m'avait donné un très bon conseil un jour, c'était de vraiment y aller avec instinct, si j'arrive dans un vernissage, il y a énormément de gens, d'observer un peu, puis d'y aller un peu avec le cœur et l'instinct, de dire ok, je sais pas pourquoi cette personne, je sens qu'il pourrait y avoir un feeling, alors que cette personne pas du tout. Peu importe que cette personne soit le directeur des Beaux-Arts ou j'arrive dans une assemblée, je sais qu'avec cette personne, je pense que instinctivement il pourrait y avoir un feeling, puis de contacter cette personne, non, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je dois vraiment parler, qui vous êtes, voilà. En tout cas, de ne pas être tout le temps dans le calcul, de se dire qu'il faut absolument que je parle à cette personne parce que cette personne a ce titre, et de plus y aller avec quelque chose d'intuitif. De toute façon, dans la salle, il y aura toujours des gens qui seront dans le même domaine, qui seront intéressés par les mêmes. S'ils sont là, s'ils sont à ce vernissage, ils sont intéressés par les mêmes choses. Donc, voilà, je dirais ça. De ne pas trop calculer, de plus y aller avec l'instinct, le cœur et écouter. Et moi, je pense que je viens avec l'idée de se faire des amis, de trouver des personnes qui ont déjà passé par là, qui sont bien les gens qui nous donnent des conseils, ou des gens qui sont au même stade que nous, qui on tâtonne ensemble, on découvre ensemble, et on se sent soutenu pour dire ok, je ne savais pas comment parler à cette personne, mais viens avec moi, on va aller se présenter. Donc, pour rejoindre vos conseils, de mettre un pas en avant, se présenter, mais de savoir qu'il y a d'autres personnes aussi sur lesquelles on peut compter, lesquelles on peut
de l'expérience de laquelle on peut apprendre. Donc, c'est de se trouver des amis à qui je peux poser des questions, puis de faire. Moi, ma grand-mère, elle a une expression qu'elle utilise tout le temps. Elle dit la pire chose qui peut arriver quand on demande quelque chose à quelqu'un, c'est qu'elle dit non. Puis moi, ça n'a jamais tué personne. Donc, d'oser, puis de trouver ses amis. Mon père, c'est la même chose. Ils viennent du même endroit. C'est ça. Parce que, moi, des fois, je suis très sensible. Bon, mon père me dit, il ne faut pas que tu prennes envers toi que la personne, non, elle est juste pas, je ne suis pas la bonne personne. Comme ça, mon père, il beaucoup à l'énergie. Et moi, justement, ça m'a beaucoup servi ces conseils-là que mes parents m'ont donné, de voir comment mon énergie agit par rapport à cette personne. Tu vois que il fait mal à l'aise, c'est pas la bonne personne. Ça va être plus fluide, c'est la bonne personne. Moi, vous êtes quand même deux personnes qui êtes, oui, vous êtes très dans les arts, mais vous êtes un peu plus timide, je dirais, si je me parle. Donc, quel conseil vous donneriez à quelqu'un, justement, bon, comme vous, se présente dans des histoires, vous pouvez faire développer sa chose? Moi, je pense que tu dois trouver la bonne personne. C'est pas faire un réseautage pour réseautage. Il faut faire un réseautage important. Il y a une expression créole qui dit s'assembler, rassembler. Donc, tu dois chercher des gens qui partagent les mêmes passions, les mêmes valeurs et construire ton réseau. Je pense que ça, c'est vraiment important, le réseautage des personnes avec qui on partage les mêmes choses. Comme ça, on peut partager des idées et se donner des conseils. Et si on veut une personne qui est de plus haut niveau qui peut nous aider, pourquoi pas le contacter? On compte un nom, ne veut pas dire non pour moi. Moi, je n'entends pas les noms. Donc, moi, je vais retourner sur une autre forme. Je suis une haïtienne, donc je retourne sur une autre forme pour avoir la réponse que je veux. Non, me fait pas mal et je ne vais pas être timide pour retourner. Donc, je vais retourner. Tu me dis non, c'est comme si tu m'avais dit un oui dans un autre jour. En fait, moi je pense que en ayant des amis, ça va bien. Comme par exemple, il y a Marie-Denise Delon qui est ici. Mais quand on s'est rencontrés, on a connecté ensemble, puis elle a pu me donner des tuyaux. Donc c'est ça, en se connectant des fois avec des personnes, ça peut nous amener plus loin. Oui, c'est vrai que je suis timide, c'est ça, je sers de contact, de réseau, de personnes que je connais. Si j'ai un objectif à atteindre, là, je regarde qui a passé par là, qui n'a pas passé par là, comment est-ce que je peux faire pour m'inspirer de ce que les autres ont fait pour pouvoir arriver à l'objectif que je veux. C'est un peu comme ça. J'ai une petite identification. Je suis timide au début, mais en réalité, je ne suis pas timide. C'est pas c'est la première fois qu'on se rencontre, donc c'est tant mieux. Mais je trouve que quand même, il faut donner des conseils à chaque type de personnalité. On a une type de femmes, comme nous-mêmes, on est tous après différents. C'est pour ça que j'ai été vers cette question. Comme ça, les personnes qui nous écoutent, elles auront quelque chose qui est adapté un peu plus à leur style de personnalité et leur réalité. Je vous remercie pour votre générosité cet après-midi, d'être venu avec nous, partager cette expérience. Merci beaucoup encore une fois à la compagnie Terre et Créole et Absolument Femmes, c'est rendez-vous annuel pour la Journée des femmes. Demain, il y a une sortie d'hommage, page de mon œuvre. Suivez-les sur Facebook, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, ils sont partout. Merci encore. Donc, vous ne prenez pas de questions? Oh, c'est vrai, j'avoue. Il y a quelqu'un qui a une question, je pense. Oui, on prend la question. Oui, quand même, on a 5 minutes de questions parce qu'on a pris beaucoup de temps de nous. C'est ça, vite. Ouais, ok.
En fait, mon nom c'est Jackson Germain. On est 3 à être là. On représente une plateforme qui s'appelle Rendez-vous au sommet. On veut faire la promotion de tout ce qui est noir, de toutes les activités noires. En fait, ma question c'est ce que je m'attendais alors. C'est parce que ça c'est un panel pour faire la promotion de la culture noire. Une culture assez riche, très riche même. Mais c'est le volet entrepreneurial. Et comment on peut ne plus vivre, ne plus faire de l'art pour l'art, faire en sorte que cet art arrive à nourrir vos talents, à arriver à si vous voulez, vous donner une place. Parce qu'en réalité, ça fait longtemps qu'on ne fait que faire de l'art pour l'art. Est-ce que vous pensez, étant donné que vous êtes ensemble, là, il y a moyen de faire un pont vers un volet entrepreneurial, à savoir créer de la richesse à partir de ça? En fait, la culture et les arts, c'est quand même un pourcentage important de ce pays, au Canada et au Québec. Donc, il faut le mentionner qu'il y a une grande richesse à travers les arts et la culture. Je ne me rappelle plus le pourcentage du dernier recensement, mais c'est quand même un pourcentage. C'est probablement de 10% quand même du PIB du Canada. Donc, il faut quand même briser ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de l'argent avec les arts. Au contraire, c'est générateur de richesse. Mais je vais laisser aussi les autres répondre. Mais moi, certainement, je dirais que oui, c'est certainement, vous pouvez aller parler à Marie-Denise Dumont qu'elle a mentionné. Justement, qui est je pense dans les artistes que j'ai connus dans ma vie, qui est une des premières à avoir ce côté très entrepreneur. Et dans sa carrière, il y a quelqu'un ici, une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Malicious, aussi, qui est une autre, que je trouve qu'elle a un côté très entrepreneurial dans sa démarche artistique. Donc oui, je crois que c'est quelque chose qui est possible, mais ça dépend de l'objectif qu'on a aussi. Dernièrement, on a eu Clovis Desbarrieux et Caroline Simonis à la Maison de la Culture, mais eux, leur objectif, c'est pas nécessairement juste de faire de l'argent, c'est des gens qui ont un message à passer, qui veulent partager leur culture ancestrale et tout. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif de l'artiste. Mais comme Sarah, elle accompagne les artistes et elle travaille dans ce milieu-là, c'est bien à elle de répondre. Oui. Merci pour votre question. Ça dépend aussi de si c'est pour la carrière de l'artiste ou si c'est un projet global de visibilité des artistes et d'enrichissement de la communauté artistique. Mais pour les artistes, moi je conseille toujours aussi d'apprendre, d'aller chercher des outils. La clé c'est la visibilité aussi, il faut être vu, c'est ça le problème, il y a beaucoup de gens qui font de l'art mais qui sont isolés dans leur atelier, dans leur chambre. Il faut être visible en fait, il faut se former sur les réseaux sociaux, il faut se former sur la presse, engager des relationnistes de presse, parler de soi, présenter son travail, puis tout ça, ça va développer des contrats, des opportunités rémunérées. Voilà, je dirais qu'il faut vraiment aller chercher des outils pour se former, pour comprendre comment ça marche, puis comment marche la vie. Puis après, dans la communauté, c'est sûr qu'il faut plus de plateformes, de visibilité des artistes de nos communautés, il faut plus de... Voilà, en tout cas, plus d'aide, plus d'entraide, plus de partenariat, tout ce qu'on est en train de faire, de créer des liens. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui va répondre à cette question. Oui, je ne sais pas si elle peut ajouter quelque chose, mais avant de passer le micro, j'ajouterais aussi, dans le fond, comme je dis, se former. Je connais des artistes qui maintenant, par exemple, en art visuel, par exemple en cinéma, il y a des parcours. Il y a Patrice, je crois, notamment, qui a créé une coalition média où les gens de formation au HEC, où il y a un côté très administratif, parce que souvent, on a le côté instinctif artistique, mais tout faire le reste qui vient avec pour atteindre notre objectif, il faut quand même se former. Donc, je trouve que c'est important ça aussi. Moi, je vais répéter quelques mots de mon collègue. Ça dépend de l'objectif de la personne. Il y a des gens qui font de l'art juste pour se distraire, mais il y a des autres, c'est pour gagner de l'argent. Donc ça dépend de l'objectif de la personne. Donc si la personne veut gagner de l'argent, il doit travailler pour ça. Donc se faire connaître à travers les réseaux sociaux, présenter son travail, va dans les centres commerciaux, se présenter, parler avec ses cadres. C'est en te connaissant que tu vas avoir des gens qui vont te contacter et te demander des services. Donc, la chose ne va pas venir te trouver, c'est toi qui devrais te déplacer pour aller
vers ce que tu veux. Donc, ça dépend de l'objectif de la personne. Mais vos objectifs à vous, c'est quoi là pour là? Je travaille pour la richesse. Donc, moi, je travaille aussi dur pour la richesse. Ouais, moi j'ai une question vite faite. Est-ce que vous pouvez partager vos contacts si quelqu'un veut vous rejoindre? Comment on peut faire pour vous rejoindre? Mais moi, on peut me trouver très facilement sur LinkedIn, sur Instagram, sur enseignement public. Sur quel nom en fait? Sur LinkedIn, c'est mon nom gouvernemental, Marie-Christine Gentil, très simple. Sur Instagram, c'est mon autre prénom, Marika Gentil. Vous allez me trouver. Je suis aussi sur. Je suis pas les réseaux sociaux, même TikTok à cause de mon fils. Mais je suis facilement accessible. Les gens qui m'écrivent, c'est rare que je ne réponds pas. Si je réponds pas, c'est parce que la personne a été agressive, c'est simple. Donc, si la personne m'envoie un coup, puis elle me dit j'ai une question et tout, je vais lui dire je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais je vais revenir d'ici quelques jours. Et je vais dire moi, pour qu'elle, à telle personne. Voilà, parce que moi, je ne suis pas. Mon art à moi, c'est plutôt pour m'aider à passer à travers mes journées. Donc, vraiment, je vais publier un livre, je travaille là-dessus, mais ça, c'est pas tout de suite. Mais sinon, mon travail à moi, c'est de faire rayonner les autres artistes. Donc, je travaille dans une maison de la culture, donc je donne des opportunités. Un peu comme toi aussi sur LinkedIn, Sarah Akidi, Gino de Lyon, pareil sur tous les réseaux, c'est Sarah Akidi. Et puis après au sein de l'organisme Arche, sur le site internet de Arche, si jamais vous avez besoin de conseils pour des artistes émergents, début de carrière, on donne des formations, on répond aussi aux questions. Mais pour rejoindre le collectif sur Instagram, Montréal Steppers ou montrealsteppers.com sur Internet. Puis personnellement, vous pouvez m'écrire à winnie.daniel@montrealsteppers.com. Moi, sur toutes les plateformes, c'est la Duchesse Collection. Sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, surtout c'est la Duchesse Collection. Moi aussi, c'est la même chose, c'est Laurence Marcellet sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Aussi, ce que je m'implique, c'est les influenceurs, donc c'est VSAP.org. Une autre question? Ok. Moi, merci déjà pour la conférence. Mais moi, c'est le problème contraire. Au fait, j'essaie d'écrire et je fais aussi du théâtre. J'ai eu un prix, mais j'ai encore une vision très précieuse de la littérature. Donc, je n'arrive pas à allier l'essence de la littérature et son aspect monétaire. Donc, j'ai peur de faire du commerce. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez un conseil pour moi. Je sais que j'ai quelque chose à dire. Je sais que je ne suis pas trop banale, même si j'apprends encore. Mais je ne peux pas être une marchande de phrases. Et je veux savoir ce que vous pouvez me dire. En fait, je vais te passer le micro, mais moi, spontanément, ce que je dirais, c'est ça ne suffit pas. Dans les bibliothèques, parfois, il y a des opportunités. Je pense pas, c'est ça. Il y a des résidences pour les écrivains à travers le Conseil des arts en tournée. Est-ce que tu vas les résidents? Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on s'en parlera après. Je c'est par rapport à ça, mais c'est que tu peux avoir une vision d'écriture dans une bibliothèque. Là, tu rencontres des citoyens qui viennent discuter avec toi, que tu écris avec eux, tu crées avec eux. Donc, c'est comme une connexion que tu crées. C'est pas juste écrire juste pour faire de l'argent. Oui, on te donne de l'argent pour faire ça, pour nourrir ta collection, mais en même temps, tu crées des liens avec des gens. Marie-Denise Gouillon a fait ça. Tu peux aller lui parler, je te conseille. À Côte des Neiges. Puis c'est une expérience qu'elle a beaucoup appréciée. Je connais d'autres artistes comme Niti Muette qui a fait ça dans un autre arrondissement. Donc on aura l'occasion de s'en parler, mais je vais ça par lui. En fait, moi, je vais peut-être aborder l'aspect où on a cette peur, on a pas en nous de commercialiser un peu notre art. Puis, je
pense qu'il y a certaines perceptions ancrées qu'on porte qui viennent de, je ne nommerai pas, mais qui viennent de très longtemps où on a l'impression que c'est des choses à donner. Parce que l'art a souvent été cultivé pour nourrir les communautés, pour nous soutenir entre nous. Donc, c'est difficile de percevoir comme quelque chose qu'on va monnayer. Parce qu'on sait que ça peut servir à mon collègue, ma voisine, mes parents, à moi. Mais là, c'est du travail aussi. On y met de l'effort, on y met du temps, on y met de l'énergie, on y met de la créativité. Puis, on va dans les autres milieux se faire payer pour l'énergie et l'intelligence qu'on exploite. Mais quand ça vient à notre art, on a la difficulté à les concilier. Moi, je pense que j'étais aussi très longtemps porteuse de cette perception-là. Puis notre capitaine, que je cite, Kayen, nous dit « Les Noirs ont travaillé pendant trop longtemps gratuitement, maintenant on peut oser demander de se faire payer. » Donc, on n'a pas à tomber dans l'extrême d'une vision capitaliste où on veut uniquement l'argent par tous les moyens, mais on peut aussi reconnaître qu'on travaille, qu'on met de l'effort, puis que ça peut se monnayer parce qu'on est dans un monde où on accorde une valeur monétaire au travail et à l'effort. Donc, si je peux avoir un moyen de me faire payer les heures que j'investis, en sachant que ce que je produis a de la valeur, il y a une qualité derrière ce que je produis. Donc, oui, je peux accepter de me faire payer, puis évoluer dans me donner l'opportunité d'apprendre et que mon art évolue, puis plus ça évolue, plus il va prendre de la valeur, plus il peut être cher au niveau monétaire. J'ajouterais aussi que maintenant, dans nos communautés, notamment des femmes noires qui créent des maisons d'édition. On peut être critique, en plus, parce qu'on garde des valeurs, on nous aligne dans des valeurs, donc de faire une recherche sur le milieu d'édition, peut-être voir, et aller au salon du livre, j'ai rencontré une métier un salon de la femme noire, ils sont là, aller les voir, tu sais, je dis, pas nécessairement, parce qu'il y a plusieurs maintenant maisons d'édition et ligne. Je connais des artistes qui sont auto-édités aussi. Donc, il y a mon ami Lévi Desrosiers qui écrit des livres pour enfants, qui est auto-édité. Tu sais, il y a toutes sortes de possibilités. Il y a Carline Rémy qui est là aussi, Karine Rémy, partie des nuits de plaisir, je vais en train de la rebaptiser, qui est là, à qui tu devrais parler aussi, qui pourrait te donner des conseils par rapport à ça. Puis j'ajouterais un petit truc aussi par rapport à ça, s'il y a des choses où tu n'es pas à l'aise de faire. Souvent, ça se fait beaucoup aussi des échanges, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, tu as un ami ou une amie qui est bon dans les réseaux sociaux, par exemple, tu peux lui dire, écoute, si tu fais 3 heures de temps de bénévolat pour moi sur les réseaux sociaux, tu publies sur mon parcours, sur ce que je fais, etc. Moi, en contrepartie, je pourrais t'offrir 3 heures de temps. Mais j'ai aussi ce problème parce que je n'arrive pas à me placer encore en tant qu'artiste devant l'œuvre. Je pense que l'œuvre est l'œuvre. Là, je ne peux pas me vendre, je suis dramaturge, etc. Donc j'ai beaucoup de problèmes avec les réseaux sociaux aussi parce que je pense que l'œuvre n'a pas besoin de moi. C'est pour ça que tu devrais t'entourer. En fait, aussi, des fois, il faut s'entourer de personnes qui savent le faire. C'est pour ça aussi qu'il faut s'entourer de personnes qui savent le faire. Si toi, tu sais pas, tu n'as pas envie, tu n'as pas forcément l'intérêt de parler de ton travail, il y a des gens qui vont être très contents de parler de ton travail, qui vont être très contents d'écrire un texte, et puis toi, tu pourrais, je sais pas, les aider d'une autre manière, mais en fait, l'important aussi, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Il y a des gens, des communicants, il y a des gens qui savent communiquer, il y a des gens qui savent écrire, il y a des gens qui savent faire du business, il y a des gens. Peut-être que toi, tu peux rester dans ton écriture, mais bien entouré, et c'est pas forcément lié à des transactions monétaires, c'est pas forcément payant, tu peux faire des échanges de procédés, des échanges de services. Voilà. Moi, je sais que ça fonctionne aussi beaucoup comme ça avec les artistes avec lesquels je travaille. Je vais juste aller dans le même sens que Christine. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes, d'institutions qui sont là pour aider ces personnes. Des personnes qui justement ont la difficulté à soit aller plus loin, soit dans un domaine ou dans un autre. Donc de plus en plus, il y a des organismes qui aident
soit comme justement l'organisme de Sarah qui aide les artistes émergents, moi qui travaille et collabore dans un organisme pour les artistes de la diversité. Mais il y a aussi des organismes pour les jeunes noirs, les jeunes femmes, ou aussi comme des institutions comme les hommes de la culture. Donc, tu peux aller chercher beaucoup d'aide dans ce domaine. Est-ce qu'on a une autre question? Donc, je pense que là, cette fois-ci, ça complète réellement notre panel. Merci encore aux invités pour leur générosité. Florence, Marceline, Sarah, Winnie, merci beaucoup pour vos réponses très généreuses et étoffées et pour vos parcours qui nous inspirent. Je crois qu'on repart tous avec un nouveau bagage, un peu plus de bagage, plus rempli, plus garni. Merci à la compagnie Théâtre de nous avoir invités, de nous avoir réunis. Absolument Femmes, c'est un rendez-vous annuel. Demain, comme je disais, le Collège Maisonneuve d'Institut Hommage. Suivez-les sur tous les réseaux sociaux. Avec Christine Janvier qui est là avec plaisir.